Bienvenue au deuxième salon de la rénovation et de l'habitat à Castelsarrasin. Cet événement est organisé par la communauté de communes Terre des Confiances. Nous avons le plaisir d'accueillir une vingtaine d'artisans et 12 institutionnels. Alors, institutionnels sont des cabinets d'études, des associations dédiées à l'énergie et aussi, et notamment, je dirais, le CAE de Ternay-Garonne, qui nous fait le plaisir de participer à cette édition. Mathilde Varrière qui va nous parler d'un sujet qui prend de plus en plus d'importance, que le confort d'été. Mais avant tout, Mathilde, qu'est-ce que c'est que le CAE? Alors, le CAE, c'est le Conseil en architecture, urbanisme et environnement. C'est une association qui œuvre pour aider principalement les communes et les particuliers dans leurs projets architecturaux, d'aménagement des abords de leur maison ou d'urbanisme pour les communes. Moi, en tant que conseillère énergie de l'espace Conseil France Rénov, qui fait partie du CAE, je conseille particulièrement les particuliers sur leurs projets de rénovation énergétique. Ce sont des conseils gratuits ou payants? Gratuit, toujours. Notre association a une mission d'une délégation de service public. Donc, forcément, nous avons des conseils neutres, gratuits et indépendants. Parfait. Merci pour cette présentation. Et vous-même, que faites-vous au sein du CAE? Donc moi, je suis donc, comme je le disais, conseillère énergie, donc à l'espace Conseil France Rénov. Donc le but de l'espace Conseil France Rénov, c'est de conseiller les particuliers principalement, et aussi les copropriétaires, les bailleurs, dans leurs projets de rénovation énergétique, et aussi d'aider les gens en situation de handicap ou vieillissant dans leurs projets d'adaptation du logement. Donc voilà nos missions. D'accord, donc c'est un conseil technique. On va Oui. pouvoir rentrer dans le vif du sujet pour avoir moins chaud cet été. On va essayer. Donc le confort d'été, c'est en fait, il faut bien comprendre qu'on a des étés de plus en plus chauds. Donc en fait, aujourd'hui, on nous indique qu'on va avoir un, un changement climatique qui va aller vers un réchauffement qui va être de plus 2,7 degrés en 2050. Ce qui fait qu'on va avoir plus de vagues de chaleur qui vont être plus intenses et plus nombreuses. Donc l'idée, c'est d'adapter nos logements à ce changement climatique afin que les personnes puissent avoir des endroits un peu refuge quand même dans leur habitat. Le confort d'été, qu'est-ce qu'on appelle le confort d'été? C'est ce qu'il faut quand même chiffrer un peu les choses. En gros, le confort d'été, c'est pouvoir continuer à vivre dans sa maison tout en pouvant vaquer à ses occupations quotidiennes de manière agréable. Donc en gros, on estime que jusqu'à 28 degrés en journée, c'est possible, et jusqu'à 26 degrés la nuit. Pour savoir un petit peu comprendre le confort d'été, c'est aussi comprendre le fonctionnement de sa maison. Donc en fait, il y a plein de choses qui influent sur nos sensations. Donc là, c'est vraiment faire appel à notre propre sens, j'ai envie de dire. Donc en fait, il y a plusieurs effets qui font qu'on va avoir des sensations qui vont être modifiées. L'effet paroi. L'effet paroi, c'est le fait que les parois de notre maison vont être très chaudes ou très froides, et on va avoir un ressenti qui va être accentué par le fait que nos parois, c'est-à-dire nos murs, nos vitres, sont très chauds ou très froids. Les situations d'inconfort aussi peuvent venir des mouvements d'air aussi dans le logement, ou d'un effet d'humidité trop important. Tout ça peut apporter beaucoup d'inconfort dans nos maisons. Mais tout ça, c'est aussi en fonction de l'âge des personnes, du sexe des personnes, des matériaux de construction qui ont été choisis dans la maison, et de l'isolation évidemment qui a été faite dans la maison. Oui, il y a un côté subjectif que vous essayez d'objectiver finalement par les données. C'est ça, c'est-à-dire que on peut très bien avoir l'impression qu'il fait froid dans notre maison alors que sur le thermomètre il fait 20 degrés, mais
en réalité, il y a plein de facteurs qui font qu'on n'est pas bien. Et ça, il faut le comprendre. Effectivement, il faut essayer de maîtriser les apports solaires d'une maison, hein. Effectivement, l'été, on a un soleil qui est au zénith, qui est très haut dans le ciel et qui va durer très longtemps en termes de temporalité. Donc, le soleil va taper, va rayonner, hein, sur notre toiture, et évidemment très fortement, mais aussi sur les façades sud-est, sud-ouest, hein, jusque tard dans la journée. Donc tout ça, ça va apporter beaucoup de ce qu'on appelle d'apport solaire, beaucoup d'apport de chaleur dans la maison. Donc effectivement, plus on va avoir des espaces vitrés importants, plus l'apport de chaleur va être important aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'autour de la maison, plus on a des couleurs claires, plus ça réfléchit aussi la chaleur, et ça permet aussi de favoriser, on va dire, une diminution des apports solaires. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet d'albédo. Donc ça, c'est aussi important. Y compris la toiture peinte en blanc, mais on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Il faut savoir qu'en Espagne, c'est des choses qui se font, qui se pratiquent. On en arrive même, alors blanc, il faut pas que, voilà, blanc c'est bien, mais par exemple sur des routes, il y a des pays qui ont tenté de peindre les routes, alors pas en blanc trop, parce qu'il y a des effets de réflexion qui sont trop importants et ça peut être incommodant, mais dans des tons beige, terre, hein, pour que effectivement il y ait moins de choses. Surtout dans les zones urbaines où on va avoir quand même ces effets de chaleur urbaine, d'îlots de chaleur urbain. Des apports de chaleur, ils peuvent aussi être internes à la maison. C'est-à-dire que effectivement, nos modes de vie font que on apporte beaucoup de chaleur dans notre maison, en plus de ce rayonnement du soleil. Donc il faut savoir que une machine à laver, un écran de télé, un ordinateur, une plaque de cuisson, tout ça, c'est autant de choses qui peuvent apporter beaucoup de chaleur dans la maison. À noter, une machine à laver, quand elle fait un cycle de machine à laver, c'est comme si vous aviez un radiateur en marche pendant 1h30. Donc c'est beaucoup. Et donc effectivement, en période de canicule, il faudra essayer de faire en sorte de diminuer drastiquement tous nos outils informatiques, du quotidien, des équipements électriques, parce qu'ils génèrent aussi beaucoup de chaleur. Il y a la chaleur humaine aussi, je crois qu'on dégage 100 watts par heure. Ouais, c'est ça, tout à fait. On a aussi très nombreux aussi, hein, d'ailleurs, dans des pièces où on est très nombreux, on a vite très chaud. C'est bien sûr le corps diffuse de la chaleur. C'est le cas à ce salon d'ailleurs, où le chauffage est calé à 17 degrés et personne n'a froid parce qu'il y a du flux. C'est ça. C'est grâce à vous. Donc, une des solutions pour essayer de faire en sorte qu'on ait moins chaud chez nous en été, c'est de penser à mettre des isolants qui permettent ce qu'on appelle un bon déphasage thermique. Donc le déphasage thermique, c'est la capacité de certains matériaux, si vous voulez, de matériaux isolants, à ralentir les transferts de chaleur. Donc les transferts de chaleur, c'est que le matériau isolant va capturer la chaleur et va la garder pendant un temps important et va la restituer. Le mieux, c'est la nuit, pour que ça s'évacue et que le lendemain, on puisse continuer à faire que notre isolant capte la chaleur et la restitue la nuit, quand les températures sont plus fraîches. Et donc, l'idée, c'est effectivement d'améliorer les temps de déphasage de nos isolants dans le logement. Pour exemple, ici, je vous ai mis quelques matériaux isolants. Les laines de verre, par exemple, sont des mauvais isolants, on va dire, dans le sens du confort d'été, puisqu'ils ont un temps de déphasage assez faible, autour des 4 heures. Donc, ils vont capter la chaleur pendant 4 heures, mais ils vont la restituer au bout de 4 heures. Donc, ça veut dire qu'on essaie, dès midi, 1h de l'après-midi, ils vont déjà transpirer la chaleur. Alors que des matériaux comme la laine de bois, dans sa densité, peuvent conserver la chaleur pendant 12-15 heures. Donc là, on a le temps de passer toute notre journée et qu'ils restituent leur chaleur
pendant les heures de la nuit où normalement les températures sont plus fraîches. Bien sûr, ça a un coût un petit peu de faire de l'hyperventilation, hein, c'est quand même un peu onéreux, mais ça vaut le coup sur l'usine que c'est assez long. D'autre part, la laine de bois est beaucoup plus résistante et elle dure beaucoup plus longtemps dans le temps qu'une laine de verre. Donc c'est un achat qu'on va garder longtemps. C'est le cas, par exemple, sur l'isolation des comples en laine de verre qu'il faut changer à peu près tous les 15 ans? C'est ça, une laine de bois, si elle est très dense, elle va pouvoir durer presque la vie de la maison, j'ai envie de dire. Donc au moins 40 ans, certainement. Donc voilà, le temps n'est pas le même et du coup, l'investissement n'est pas le même. Oui, l'amortissement. Voilà. Évidemment, on va passer aussi au système passif des protections solaires, hein. Évidemment, comme je l'ai dit en préambule, les fenêtres, les parois vitrées sont une des portes d'entrée de la chaleur, on va dire. Donc l'idée, c'est de les protéger des rayonnements directs du soleil. Donc plusieurs techniques, hein. On peut mettre bien sûr des auvents, des casquettes, des volets, hein, évidemment. Et puis on peut aussi végétaliser pour faire écran. Mais dans tous les cas, il faut absolument faire en sorte qu'il y ait un ombrage sur nos parois vitrées. Les parois, ces auvents, potentiellement, ce qui est chouette quand c'est des auvents qui peuvent s'agrandir, c'est de les mettre plus ou moins importants en fonction du rayonnement solaire, pour garder de la luminosité aussi dans la maison. Et puis, plus on a besoin, plus on va les étirer si on a vraiment besoin d'un grand rayonnement. Et ça va avoir une implication avec aussi le point de l'année où on est. C'est-à-dire que le soleil étant plus ou moins haut dans le ciel en fonction des mois qui passent, ça va aussi jouer aussi pour la profondeur de l'auvent ou de la casquette. Donc, effectivement, je parlais un peu de végétalisation justement pour faire ombrage sur les fenêtres. Donc, l'ombrage sur les fenêtres, ça permet, surtout avec des végétaux caducs, c'est-à-dire qui perdent leurs feuilles en hiver, de quand même profiter des apports solaires en hiver. Là, on en a besoin de chauffer notre maison. Mais en été, effectivement, d'avoir des arbres en périphérie de notre maison, c'est intéressant pour faire de l'ombrage. Et puis pour créer ce qu'on appelle l'évapotranspiration de l'arbre, c'est-à-dire qu'un arbre, ça transpire et donc ça a un effet rafraîchissant sur nos abords. Et donc plus les abords sont frais, plus notre maison en profitera aussi pour être moins chaude. Donc ça, c'est important à avoir en tête. Un arbre mature, un arbre adulte, c'est 450 litres d'eau par jour qu'il va évapotranspirer. Donc, ça peut correspondre jusqu'à 5 km 6 heures. Donc, vous voyez, ça peut quand même être vraiment participatif d'une meilleure sensation de confort. Ça soulage vraiment cette sensation. Voilà. Et puis, on le sait bien, quand même, quand on se met sous un arbre en été, on voit bien qu'il y a une différence de température. Ça, c'est pas très dur à faire, parce que on peut les mettre en périphérie. Il faut faire attention quand même aux espèces d'arbres que l'on met, de ne pas les mettre trop proches de la maison. Où il y a des racines, il faut penser aussi aux fondations de la maison. Voilà, donc il y a quand même quelques principes à respecter pour végétaliser le pourtour. Et au risque gonflement des argiles, qui est un sujet prégnant sur Terre de Confluence, mais dont s'occupe aussi le CAUR. Quand on rentre un peu dans notre maison, il y a des systèmes tout bêtes à mettre en place qui vont apporter du confort. Donc, c'est la grande famille de la ventilation. Donc, on peut avoir des ventilateurs transportables, mobiles, qu'on connaît facilement, et puis ce qu'on appelle des brasseurs d'air qu'on va mettre au plafond. Si vous voulez, le ventilateur crée des mouvements d'air qui vont rafraîchir la peau en favorisant l'évaporation de la transpiration sur la peau. Donc là, on peut avoir une sensation de 2 à 3 degrés en moins que ce qu'il y a dans la pièce. Donc ça permet quand même
un petit confort. Le ventilateur au sens portable, il est intéressant parce qu'on peut l'emmener un peu partout avec nous dans la maison. Le brasseur d'air, il est beaucoup plus régulier dans son fonctionnement et il peut servir aussi en hiver, puisque en hiver, on va avoir la chaleur qui va se bloquer au plafond et en le faisant tourner, permettre de faire redescendre la chaleur, d'avoir une chaleur plus homogène dans la maison. L'autre système, c'est d'ouvrir effectivement nos portes et nos fenêtres la nuit, évidemment, pour favoriser la ventilation naturelle de la maison. C'est pas toujours facile, surtout quand on habite en ville, par exemple. C'est parfois difficile de laisser ses portes et fenêtres ouvertes la nuit. Donc pour ça, on prévoit plutôt des systèmes de ventilation où là, on va choisir le fait de mettre une VMC un peu surdimensionnée afin qu'on la mette un peu en manière forcée la nuit en été pour qu'il y ait un brassage et un renouvellement de l'air qui soit plus important et donc qui permette de refroidir la maison alors que nous, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, par exemple. Donc ça peut être une des solutions pour essayer de pallier à ce manque de ventilation naturelle. Et évidemment, on peut aussi avoir la solution du pli canadien, mais le pli canadien est difficile à mettre en place sur des maisons déjà construites quand même, mais c'est une solution qui fonctionne et qui tentait à devoir se mettre un peu plus en place, puisque l'intérêt du pli canadien, c'est que comme la terre est toujours entre 10 et 15 degrés, l'air qui va passer dans les tuyaux qui passent sous terre va se rafraîchir au contact de la terre. Et donc, l'air qui va rentrer chez nous va être tempéré, donc autour des 15 degrés en été. Donc, on va rafraîchir forcément la maison. Je vous invite d'ailleurs à visiter le stand de la société Altener sur ce salon, qui déploie des solutions de puits canadiens, qui est situé à Mossacre. Voilà. Bon, effectivement, ça a un coût d'investissement qui va être assez onéreux, mais après, en termes de fonctionnement, d'efficacité, c'est très performant. D'autres petites choses auxquelles on pense moins, mais c'est l'humidification aussi un petit peu des pièces. Effectivement, c'est vrai que ça a tendance à faire baisser un peu la température, le ressenti de température autour de nous. Aujourd'hui, il existe des humidificateurs autonomes qui peuvent permettre d'avoir un ressenti à jusqu'à moins 7 degrés dans la pièce. Donc c'est important quand même. Et on peut aussi penser à ces petites fontaines d'intérieur qui peuvent aussi apporter un petit confort dans, on va dire, l'espace immédiat, on va dire. C'est pas forcément beaucoup, mais ça aide, ça entretient aussi la sensation de confort. Ça reste quand même assez onéreux, puisqu'il y a quand même un coût en eau qui est important. Alors, faire attention, aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de sécheresse, donc il faut faire attention à ce genre de dispositif parce que l'eau est précieuse quand même, il faut le rappeler. Mais ce ne sont pas des dispositifs en circuit fermé alors? Non, là c'est vraiment de manière. Il existe des choses au niveau des humidificateurs d'air en circuit fermé. C'est beaucoup plus onéreux. D'accord. C'est pour ça que là je n'en parle pas. Et puis on a les systèmes plus actifs de la climatisation. Alors on a 2 types de climatisation, les monoblocs, systèmes de climatisation mobile et les climatiseurs fixes. Donc les mobiles sont à proscrire vraiment dans le sens où ils ont besoin qu'on laisse un entrebâillement de fenêtres ouvertes, donc ce qui est contre-productif pour rafraîchir nos caisses. En plus, ils rafraîchissent assez mal et ils sont très coûteux en termes d'énergie. Donc vraiment, ils sont à proscrire. Ou même il y a des bouches qui sont fixées sur des vitres et ce n'est pas très compatible avec les préconisations des architectes des bâtiments de France, notamment. Du tout. Voilà, ils font beaucoup de bruit. C'est une gêne pour les voisins. Vraiment, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt. Les climatisations fixes, les climatiseurs fixes, nous, on peut les conseiller dans le cas où on a des personnes âgées, des personnes qui supportent très mal la chaleur. Et dans ces cas-là, on conseille plutôt de faire ce qu'on appelle des pièces refuges. C'est-à-dire de climatiser 1 ou 2 pièces du logement pour que les personnes qui sont en difficulté, qui la vie gros tout à l'heure, puissent se réfugier
et se sentir bien. L'idée, c'est pas qu'on soit mal chez soi. Néanmoins, je préfère dire quand même quelques petits points, c'est-à-dire que il faut essayer d'éviter des trop grands écarts de température entre l'extérieur et l'intérieur. Ça ça peut être des chocs thermiques importants, surtout pour des personnes âgées ou des personnes fragiles, malades, cardiaques, ce genre de choses. Heu, on rejette quand même beaucoup de chaleur avec les climatiseurs, donc c'est aussi contre-productif, hein, puisque l'idée, c'est ne pas, augmenter la chaleur à l'extérieur malgré tout. Et puis bon, le coût est très important, hein. C'est, financièrement, c'est très cher de produire du froid. Faut quand même le rappeler. Mais le conseil de pièces refuge, effectivement, peut être une solution, si tu fais vraiment C'est-à-dire une que, vision globale. effectivement, on comprend bien que quand on a appliqué, d'avoir bien isolé, d'avoir fait quand même des choses bien dans notre maison et qu'on n'arrive pas à la performance qu'on souhaiterait en termes de confort d'essai, on peut se rabattre sur ces, climatiseurs, hein. Mais, n'en abusez pas. Ça ne sert à rien de climatiser toute une maison. Une pièce peut suffire. En général, un épisode de canicule, c'est peut-être une semaine. Bah, pendant une semaine, on fait un peu plus attention, sinon dans cette pièce-là. Mais du coup, ils ne vont pas servir toute l'année, ils vont servir ponctuellement. Voilà. Et je le redis, c'est vraiment pour des gens qui, normalement, ne supportent pas la chaleur. Parce que, voilà, on sait, les personnes âgées, les personnes malades peuvent, avoir vraiment, besoin de ces, appareils. Il y a des aides à l'amélioration du confort, d'été dans le logement. Alors, on va faire un petit focus sur les aides sur les travaux qui peuvent être aidés et qui peuvent améliorer le confort, d'été. Donc les travaux qui vont concerner l'isolation de l'enveloppe. Donc si on a pris une rénov, ça va être l'isolation des rampants de toiture, les toitures terrasses et l'isolation des parois vitrées. À ça, on peut rajouter donc une aide qui s'appelle le certificat d'économie d'énergie, qui est donné par les grands fournisseurs ou distributeurs d'énergie, comme EDF, Total, Antargaz, vous voyez, vous les connaissez, et qu'on va pouvoir rajouter. C'est des aides qui sont soumises à conditions de ressources. Donc pour chaque barème de revenu fiscal, on va avoir une aide forfaitaire pour ces types de travaux. Bien sûr, il faut être propriétaire ou grand propriétaire bailleur pour pouvoir en bénéficier. Et il faut que le logement ait plus de 15 ans. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, qu'on peut mettre en place et sur lesquelles les gens peuvent être aidés. Et il existe un autre système qui est la rénovation globale, la rénovation d'ampleur, où là, il y a plus d'aides sur tous les travaux d'enveloppe, qui sont, on va le répéter, les combles rampants, les combles, les toitures terrasses, les parois vitrées, l'isolation des murs par l'intérieur ou par l'extérieur, les planchers bas, les protections solaires des fenêtres, mais aussi les VMC simple flux, les pompes à chaleur RR et les brasseurs d'air. Pompe à chaleur RR, c'est la climatisation. Donc tout ça, ça peut rentrer dans un projet de rénovation globale, mais là, il y a beaucoup plus de critères à côté, qui vont être d'avoir 2 postes de travaux d'isolation parmi, toutes celles que j'ai citées sur l'enveloppe et avoir une maison qui soit déjà en étiquette E, F ou G et il faudra la remonter au moins 2 classes. Bien sûr, être accompagné par un accompagnateur Rénov' sur Terre des Confidences. Je rappelle que l'accompagnateur Rénov' est financé par la collectivité. Donc, voilà. Toujours pareil, la rénovation d'ampleur va être différente pour les catégories fiscales, hein. Donc, les prises en charge vont différer en fonction de si on est des personnes aux revenus modestes ou supérieurs. Et cette rénovation globale va aller de 10 à 80% de taux de prise en charge jusqu'à 40 000 € de travaux. Voilà pour ma petite présentation d'aujourd'hui. Ben, merci beaucoup Mathilde. Il y a toutes vos coordonnées sur votre présentation et donc on peut vous mobiliser facilement et vous appeler pour prendre rendez-vous. Pour les fournisseurs en solutions ponctuelles ou globales, vous les trouvez sur ce salon, qu'on aille de la climatisation ou au Puy Canadien en passant par les menuiseries. Profitez de ce salon pour faire le tour des stands.
Et allez voir aussi le stand du CAE, très riche, au-delà du confort d'été, où on parle aussi du confort d'hiver et même d'aménagement paysager. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir.